Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On évoquait les NAO, vous savez, ces négociations salariales entre les salariés et les DRH. Alors comment ça se passe dans l'éducation nationale? C'est pas du tout pareil. On va revenir évidemment sur ces revendications des professeurs, trop mal payés. Quand on regarde le salaire des professeurs sur le plan européen, la France est vraiment très basse. On va revenir évidemment sur la revalorisation, sur le projet de loi de finances, puisqu'il est annoncé presque 1 milliard, pas tout à fait, de revalorisation. Qui pourra en bénéficier? Puis on va essayer d'élargir évidemment sur la manière dont on recrute, dont on accompagne ces profs en termes de ressources humaines, parce qu'après tout, l'éducation nationale pourrait être gérée comme une entreprise sur le plan de sa gestion du personnel. Et ce n'est pas le cas. C'est très compliqué évidemment, les mutations, les choix d'affectation, tout ça est très complexe et on fait le point avec mes invités. Élise Capéran, merci d'être avec nous physiquement sur ce plateau, secrétaire nationale chargée du secteur formation et développement professionnel SE UNSA. Nous serons en ligne avec Sophie Vénétité, elle est secrétaire générale et porte-parole SNES, elle a eu quelques petits soucis, je mets les parenthèses, avec le Covid évidemment qui plane. Merci d'être avec nous Sophie, en tout cas par téléphone. Et puis Asma Benenda, vous êtes avec nous de Londres. Alors, on voyage beaucoup aujourd'hui, économiste, spécialiste des politiques éducatives au Search Fellow University du Collège de London. Vous êtes une chercheuse et vous avez sorti ce livre, Tous de bons profs, un choix de société chez Fayard. Avant de donner la parole aux deux représentants des syndicats qui suivent de très près, évidemment, cette question des ressources humaines au sein de l'éducation nationale et du projet de loi de finances. Asma, je vous donne la parole parce que comment vous regardez notre modèle éducatif? D'abord, vous nous parlez de Londres, vous avez un peu de recul parce que vous êtes en capacité de comparer tous les modèles et celui britannique. Comment vous le regardez, notre modèle? On se souvient d'une phrase terrible d'un ministre qui avait dit il faut dégraisser le mammouth. Il était ministre de l'Éducation nationale et il ne parlait pas des profs à l'époque. Il expliquait qu'il y avait une bureaucratie, une lourdeur qui faisait que finalement on n'arrivait pas à gérer cette grosse machine. On en est toujours là finalement, Asma? Oui, c'est vrai qu'il y a une forte inertie dans l'éducation nationale, mais aussi paradoxalement, on a un manque de visibilité avec des réformes qui s'enchaînent et on a beaucoup de mal à comprendre quelle est la vision politique du gouvernement, des gouvernements successifs, pas particulièrement celui-ci, en termes d'éducation nationale et plus particulièrement quand il s'agit des enseignants. Donc c'est vrai que on a des annonces qui s'enchaînent, mais on a du mal à comprendre quelle est la vision globale qui est sous-jacente à ces différentes annonces. Juste, Asma, je vais donner la parole à Élise qui est avec nous en plateau, mais il y a beaucoup de professeurs avec qui on parle, et on a tous des proches, des amis qui ont été profs ou qui le sont toujours et qui vous disent moi ce que j'aime dans mon métier c'est évidemment la relation avec la classe, les élèves, ça me grandit, mais ce que je déteste c'est la manière dont l'administration me traite. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des études de l'OCDE sur la satisfaction au travail des enseignants. Les enseignants, par rapport à d'autres professions, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont une forte satisfaction au travail. Et c'est un métier de vocation. Donc c'est un métier où on donne un fort sens à son travail par rapport à la moyenne d'autres métiers en général. Mais c'est vrai que le point d'accroche, souvent dans les enquêtes de l'OCDE, je pense notamment à l'enquête Thalys, qui fait une enquête sur l'ensemble des pays développés, le point d'accroche dans l'ensemble des pays, et pas seulement en France d'ailleurs, c'est la relation, comme vous l'avez dit, avec l'administration, le fait de ne pas se sentir accompagné et de ne pas se sentir soutenu. Il y a ce point d'accroche, et le deuxième point d'accroche, j'imagine qu'on va y venir, c'est effectivement les salaires qui ne sont pas à la hauteur du rôle social qu'assurent les enseignants. Merci. Aujourd'hui. Merci Asma. Élise, deux sujets. La relation avec l'administration, vous êtes CPE, vous êtes intégralement détaché pour le syndicat UNSA, mais vous avez été dans des collèges ou dans des lycées, CPE, on organise la vie en dehors des cours. L'administration, c'est un vrai sujet, et la manière, les ressources humaines au sein de l'éducation nationale, ça existe ou pas? Il y a vraiment une politique de ressources humaines ou pas? Comme dans une vraie entreprise privée, elles viennent sur ce plateau et elles nous racontent comment elles font. Il y a des ressources humaines dans l'éducation nationale? Bien sûr, il y a une direction générale des ressources humaines au niveau du ministère et qui se décline dans chaque académie, dans chaque rectorat.
Vous parlez d'administration. L'administration, c'est notre employeur, finalement. Donc, effectivement, c'est un sujet qui, les relations avec notre employeur, particulièrement ces dernières années, n'ont pas été des plus fluides et des plus sereines. Il y a eu une gestion extrêmement descendante qui a fait beaucoup de mal. Qui a beaucoup remis en cause l'épanouissement professionnel dont parlait Madame. Et donc, oui, c'est un sujet central, effectivement. Rentrons dans le vif du sujet, parce que le deuxième point d'accroche, c'est les mots d'Asma, c'est le salaire. Oui. Projet de loi de finances, presque 890 millions d'euros et quelques virgules. Exactement, près d'1 milliard. Le salaire moyen, si j'ai bien lu, c'est 2400 euros, 2600 pour un titulaire et 3007 pour un capétien. Je me trompe ou pas ? Un peu pour un capétien, c'est-à-dire pour un certifié, voulez dire ? Alors vraiment en fin de carrière. Toute fin de carrière. Non, la moyenne, elle est effectivement, elle serait plus autour des 2400 et c'est déjà une moyenne. On démarre à combien ? On démarre, on ne démarre pas à 2000 euros. On doit 1008 ? Non, c'est en net. On n'est pas du tout à 1008. Hein, on est sur 1400, 1500 euros environ. Vraiment, quand on démarre. Donc 250 euros au-dessus du SMIC net, on est d'accord. C'est bien pour ça que quand le président notamment nous parle d'un enseignant aucun enseignant qui ne débutera en deçà de 2000 euros, on dit c'est à partir de quand ? Est-ce que c'est dès l'année de stage ou est-ce que c'est à l'année de titularisation ? Ça fait partie des sujets qui vont être sur la table, en tout cas que nous poserons dans les discussions qui vont s'ouvrir. Pour être concret, je donne la parole à Sophie Vénétité, mais quand vous dites le stage, c'est quand on est maîtrox, puisqu'on ne dit plus maîtrox, mais quand... C'est quand on vient d'avoir le concours. On a le concours, oui. et qu'on va intégrer l'éducation nationale. Mais on a eu ces professeurs non formés qui sont arrivés. Ça, ce sont les contractuels. Ce sont les contractuels. Ouais. Ils bénéficient de l'augmentation ou pas ? Je ne crois pas qu'il soit dans les discussions, mais on est sur d'autres. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ils ont remplacé au pied levé, ils sont devant des classes payées aussi très mal. Bien sûr qu'il ne faut pas les oublier. Alors nous, on est notre positionnement par rapport à ces collègues-là, c'est bien de les sécuriser et de leur faciliter l'accès à l'emploi titulaire. Sophie Vénétité, vous êtes sur quelle ligne aujourd'hui dans ce qui est annoncé ? C'est un projet de loi de finances, puis après vous allez négocier, j'imagine, avec les instances au ministère de l'Éducation nationale. Le 2000 euros, là, vous dites c'est sonnant et trébuchant, on y est, c'est acquis, ou vous avez quelques doutes sur l'annonce du président Macron ? On a quelques doutes sur les annonces du président Emmanuel Macron, puisqu'il faut se rappeler que pendant la campagne présidentielle, notamment dans l'entre-deux-tours, il avait fait des promesses. Il avait notamment fait la promesse que tous les enseignants verraient leur salaire augmenter de 10% sans contrepartie en janvier 2023. C'était ses propos dans l'entre-deux-tours. Or, il se trouve que ces dernières semaines, on a eu la confirmation d'abord que ça ne se réaliserait pas en janvier 2023, mais en septembre 2023. Et ensuite, avec les annonces budgétaires du début de semaine, on a également eu la confirmation que tous les enseignants ne seraient pas augmentés de 10% sans contrepartie en septembre 2023. Donc il y a quand même une tromperie sur les promesses présidentielles. Et pour ça, il suffit de regarder les chiffres. On nous annonce un budget de 935 millions d'euros pour les salaires pour 2023, donc 635 millions d'euros pour augmenter les salaires sans contrepartie. Nous, on a calculé, si on voulait augmenter de 10% les salaires de tout le monde en 2023, il faudrait 1,2 milliard. Donc très concrètement, on voit aujourd'hui que la promesse d'augmenter de 10% tous les enseignants et globalement les personnels de l'éducation nationale en 2023 ne sera pas tenue, alors même qu'on sait qu'il y a urgence à augmenter nos salaires. Élise Capéran, il y a le salaire et il y a les souffrances au travail. Et la difficulté d'enseigner aujourd'hui pousse les enseignants soit à démissionner, démission sèche, soit à dire « je ne suis pas assez payé pour le travail qu'on me demande de faire ». Vous les rencontrez, ces enseignants en souffrance qui vous disent « moi je suis au bout du rouleau, je suis dans des quartiers difficiles, je ne suis pas accompagné, je suis seul face à des classes, je ne suis pas assez formé ». Vous les voyez, ces enseignants ? Bien sûr qu'on les voit, bien sûr qu'ils nous sollicitent parce qu'effectivement, ils rencontrent les difficultés que vous soulignez. Ce sont des métiers dont la charge de travail s'est vraiment alourdie, qui sont devenus de plus en plus complexes.
mais de façon très logique. La société elle-même, devient de plus en plus complexe et les problèmes ne s'arrêtent pas à la porte des établissements. Donc oui, ces collègues nous sollicitent, font part, pour la plupart, effectivement, soit d'un mal-être réel, soit d'une grande désillusion, finalement, à ne plus pouvoir vivre correctement et vivre surtout d'un métier pourtant qu'ils aiment profondément. Juste un mot, et je poserai la question à Asma Benenda, parce qu'il y a eu un débat, vous savez, Ségolène Royal avait évoqué l'idée que les enseignants, parce que parfois pointés du doigt sur les vacances, sur le temps de travail, disaient mais il faudrait qu'ils soient dans l'établissement 35 heures, c'est-à-dire pour aligner globalement le temps de travail des enseignants sur celui du privé. Alors ça suscite toujours un vrai débat. Est-ce qu'on réorganise le temps de travail ? Est-ce qu'on repense à côté du salaire, puisqu'il y aura des contreparties, a dit le président Macron. C'est quoi les contreparties ? Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour justifier cette augmentation ? Parce que ça, c'est un sujet d'achoppement. Oui, mais on attend justement que des précisions sur. Vous les avez pas, ces contreparties ? Non, on les a pas. On a bien une idée. Enfin, effectivement, on sait bien que la boîte du sujet temps de travail, on veut de nouveau l'ouvrir en oubliant quand même à chaque fois que il y a le temps d'enseignement, il y a le temps de préparation, il y a le temps de correction, il y a le temps d'accompagnement, il y a le temps de rencontre avec les familles. Il y a tous ces temps qui s'ajoutent aux heures d'enseignement. Mais on touche à rien. Je veux dire, est-ce que vous êtes prêts ? Et je poserai la question à Sophie, mais est-ce qu'il y a une réflexion à mener, je dirais, sur la manière dont on organise la semaine d'un enseignant ? En tout cas, si on a une à mener, elle est peut-être plutôt du côté de l'allègement que des tâches supplémentaires. Reconnaissons déjà ce qui est fait. Après, on pourra discuter d'autres choses. Asma, comment vous réagissez à l'interpellation que je fais ici en plateau à Élise Capéran ? On repense le modèle parce que certains disent à la fois il y a de la souffrance des enseignants qui n'arrivent pas à transmettre les cours, de l'autre on a des résultats à la sortie de nos élèves qui ne sont pas forcément très bons et on met beaucoup d'argent sur la table aussi. Comment vous regardez cette équation un peu complexe ? Oui, c'est vrai, je rejoins ce que vient de dire Madame sur le fait que le temps d'enseignement ne représente qu'une partie du temps de travail des enseignants. Et effectivement, il y a cette question de est-ce que il faut augmenter le temps de travail des enseignants. Ça a été ouvert avec Nicolas Sarkozy qui a très fortement encouragé les heures supplémentaires HSE, les heures supplémentaires années et les heures supplémentaires effectives des enseignants. Donc on a ce débat que si l'idée c'est qu'on va payer plus les enseignants parce qu'ils vont faire des heures supplémentaires, c'est pas vraiment payer plus les enseignants. C'est vrai. C'est juste ils vont faire plus d'heures supplémentaires et du coup ils vont être plus payés. C'est logique. C'est pas une valorisation. Donc c'est pas une revalorisation. Donc je pense qu'il y a deux questions qui sont distinctes ici. Soit on revalorise le salaire des enseignants à la hauteur au moins des pays comparables autour de nous en Europe, ou bien on dit on le laisse ce salaire de base et on ajoute une part variable au salaire des enseignants et ça. J'ai l'impression qu'on va plus vers ce second point-là que ce premier. Ben oui, Asma, et une prime de résultat. C'est ça. Exact. Juste, je pose la question à Sophie Vénétité, parce que ça, c'est le sujet qui brûle. Parce que vous soulevez un sujet, je dirais, très anglo-saxon. C'est-à-dire, il y a eu l'idée que des professeurs, en fonction de leurs résultats, puissent être mieux rémunérés. Ça avait été évoqué, effectivement, par Nicolas Sarkozy. Vous en pensez quoi, Sophie ? Parce que plus d'argent, ça veut dire une meilleure éducation et un meilleur résultat à la sortie ? Et un PISA qui remontera d'un coup ? Alors, il faut bien distinguer de quoi on parle. D'une part, la question de l'investissement dans l'éducation nationale, et effectivement, il y en a quand même bien besoin quand on regarde, par exemple, l'état de nos salaires ou même l'état de nos conditions de travail, parce qu'aujourd'hui, être enseignant en collège ou en lycée, c'est être devant des classes de 28, 30, 35 élèves, voire plus. Donc là, il y a quand même aussi un sujet de conditions de travail qu'il va falloir poser à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est celui qui vient d'être abordé, d'une forme de prime au résultat, qui est, comme vous l'avez dit, finalement quelque chose qui est dans une logique très anglo-saxonne, mais qui n'est pas, à notre sens, nous, CNCPSU, la logique du service public. La logique du service public, c'est bien d'assurer le fonctionnement de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire, dans un objectif de continuité du service public, où on travaille tous dans le même sens et où la logique de concurrence irait en fait à l'encontre de cette logique où on cherche tous à travailler dans le même sens pour nos élèves. Très concrètement, la prime au résultat, c'est mettre en concurrence les enseignants
pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait qui puissent décrocher la timbale de la prime au résultat. Mais on sait que ça va briser un peu les solidarités dans une équipe, alors que nous, on a besoin de travailler ensemble. Moi, par exemple, j'enseigne en lycée. Dans les classes que j'ai, on est une équipe de 10, parfois 20 maintenant. Avec la réforme du lycée, on est parfois 20 ou 30 professeurs dans une équipe. On a besoin de travailler ensemble. Et c'est pas en nous mettant en concurrence les uns les autres qu'on va bien travailler ensemble. C'est plutôt en faisant en sorte qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et que ce travail-là soit reconnu. Élise Capéran, on termine le débat qui est passionnant. J'aurais aimé rester plus longtemps, j'avais plein de questions. Quand même, un vieux sujet qui est toujours sur la table, et je ne sais pas si cette valorisation liée au projet de loi de finances va changer les choses, mais les professeurs les mieux notés se retrouvent dans des lycées parisiens de l'élite, et puis les jeunes profs débutants, on les envoie en Seine-Saint-Denis. Enfin, est-ce qu'il y a comme ça, en termes de ressources humaines, il n'y a pas un peu à la fois du gâchis et on ne met pas en danger des enseignants qui, à la fois, ne sont pas formés et sont face à des publics face auxquels il faut avoir beaucoup d'expérience? Alors, c'est pas forcément l'évaluation. C'est vrai ce que je dis. C'est l'ancienneté qui va faire que... voilà, vous avez rappelé toute la complexité de notre RH et notamment sur les affectations. Voilà, vous savez qu'on a un système de points qui nous permet de venir. Et les points, les fameux points, ne sont pas liés à l'évaluation, ils sont liés à notre ancienneté, ils sont liés à notre situation personnelle, etc. Donc, il faudrait l'indexer à l'évaluation professionnelle plus qu'à l'ancienneté, c'est-à-dire à l'ancienneté, chaque année, on prend des points, qu'on soit bon prof ou mauvais prof, on va monter quand même. On aura les points. Je pense que je vais m'inscrire dans les propos de ma collègue Sophie Vénétité. C'est pas le sens de nos métiers, c'est pas le sens du service public. Voilà, le sujet, c'est pas cette boîte-là qu'il faut ouvrir. Les sujets qui sont à évoquer, ce sont effectivement les sujets de rémunération, de conditions de travail et de mobilité géographique et professionnelle. Ça, oui, ce sont des sujets sur lesquels on peut travailler. Merci à vous trois, mesdames. Merci à Asma Benenda qui nous parlait de Londres avec ce livre que je présentais au début de l'émission, Tous de bons profs, un choix de société. C'est votre livre et vous êtes économiste spécialiste des politiques éducatives au Search Fellow University College de Londres. Merci Asma, merci à Sophie Vénétité. On aurait beaucoup aimé vous avoir sur le plateau, mais vous reviendrez, j'en suis sûr, parce que c'est le début des négos et on va suivre d'assez près ce travail RH, parce que c'est à la fois de la négo et c'est de la RH, secrétaire générale et porte-parole du SNES FSU. Puis merci à Élise Capéran d'être venue physiquement avec nous, secrétaire nationale chargée du secteur formation développement professionnel à l'UNSA, syndicat des enseignants, mais aussi des CPE, des PsyEN. Qui est la branche UNSA des enseignants. Merci à vous trois, mesdames, d'être venues sur le plateau. On termine évidemment avec Fenêtre sur l'emploi.